Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la sécurité incendie des experts d'Axima. Je m'appelle Quentin Clément, je suis responsable communication pour le pôle sécurité incendie d'Axima et j'ai le privilège de vous accompagner au fil des épisodes consacrés aux actualités du métier de la sécurité incendie. Après avoir reçu précédemment Guillaume Janicot, chef de service inspection et audit technique au CNPP, nous vous proposons dans ce nouvel épisode de participer aux échanges d'une table ronde organisée par Axima Sécurité Incendie sur le thème « Nouvelles solutions, nouveaux risques ». Dans cette première partie, nous aborderons les évolutions en matière de réglementation, la protection de stockage automatisé, le stockage de batteries et enfin la protection des EHPAD. Parmi nos intervenants, Jérôme Koenig, délégué général de la FFMI, Pascal Pfeffer, consultant pour la société TÜV Sud, cabinet d'expertise, d'audit et de conseil en sécurité, Tony Ginvresse, business developer manager France au sein de VID Firekill, et François Bénard, préventionniste expert en sécurité incendie de la société Inicité. Animation portée par Hervé Rocher, directeur technique et innovation d'Axima Sécurité Incendie. Le podcast de la sécurité incendie, c'est tout de suite place aux experts. Donc, j'avais une première question pour Jérôme par rapport à ce monde qui change. Comment évolue la réglementation ? Moi, je voulais faire un petit retour historique sur cette réglementation incendie, puisque, comme vous le savez, la réglementation incendie en France, elle est prescriptive, elle est complexe, elle est compliquée, certains diront qu'elle est aussi contraignante, mais elle est reconnue internationalement pour son efficacité et sa performance. C'est une réglementation incendie qui a la particularité de ne pas être sur un texte. Elle est éclatée dans différents textes. Vous avez le code de la construction et de l'habitation, vous avez le code de l'environnement, vous avez le code du travail, et un certain nombre de décrets, d'arrêtés qui ont été construits, rédigés au fil du temps, et souvent, et c'est d'ailleurs la particularité de cette réglementation incendie, souvent en réaction à des sinistres de grande ampleur qui ont choqué l'opinion publique et qui ont forcé les pouvoirs publics à agir. L'ancêtre du règlement ERP, il date des années, tout début des années 40, suite à un incendie, c'était l'incendie des Nouvelles Galeries à Marseille en 1938, qui avait fait plusieurs dizaines de morts, et qui est d'ailleurs à l'origine de la création, pour ceux qui viennent du sud, du bataillon des marins de Marseille, le fameux BMPM. Après, il y a eu d'autres arrêtés, juste à différents sinistres, jusqu'à arriver à un arrêté en 1965, qui est vraiment le premier règlement de sécurité incendie pour les ERP, mais qui était largement incomplet. Et vous connaissez naturellement la dernière version qui date de l'arrêté du 25 juin 1980. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce règlement de 1980, il est aussi le fruit de sinistres de grande ampleur qui ont conduit les pouvoirs publics à agir. Et je voulais évoquer en fait deux sinistres qui ont profondément marqué des générations dans les 70. C'est tout d'abord le drame du 5-7. On est le 1er novembre 70, c'est la Toussaint, c'est un jour férié, et à Saint-Laurent-du-Pont, dans l'Isère, il y a une boîte de nuit qui a ouvert quelques mois plus tôt par 3 gars du village, et comme tous les dancing, ils sont en train de faire la fête, et vers 1h30 du matin, donc il y a un incendie qui se déclare. Il faut savoir que les issues de secours étaient verrouillées par les gérants pour éviter les resquilleurs, que la porte d'entrée était constituée d'un haut tourniquet de 2 mètres, mais qui tournait que dans un sens. Donc dit autrement, tous ces gens étaient pris au piège. 146 morts, tous âgés entre 15 et 30 ans. Un drame absolu. Les médias ont parlé que de ça pendant une semaine. Et on a constaté, quand il y a eu des recherches, qu'il y avait plusieurs dizaines d'infractions qui avaient été constatées. Les normes de sécurité avaient été complètement bafouées. Les matériaux avaient été constitués dans le décor de polystyrène, de carton, bref, des matières hautement inflammables. Et tout ça a provoqué donc ce drame absolu. Tous les médias ont parlé de ça pendant une semaine, mais
ensuite, le 9 novembre 70, décès du général de Gaulle. Pourquoi j'en parle ? Parce que d'un coup, on en a pu parler. Évidemment, la mort du général de Gaulle a éclipsé ce drame. Une semaine plus tard, ça vous dira quelque chose, le journal satirique Harakiri faisait sa une, balle tragique à Colombey, un mort. Et en fait, cette une qu'on connaît, elle faisait directement allusion au drame du 5-7, et c'était une façon pour ce journal de montrer la disproportion, selon eux, du traitement médiatique entre 146 morts et un mort, aussi prestigieux soit-il. Cette une a choqué naturellement le pouvoir politique, qui a censuré Harakiri, en expliquant que c'était il pervertissait la jeunesse. Et les gens d'Harakiri, en fait, dont le journal a été dissous, se sont reconstitués une semaine plus tard sous un nouveau nom qui s'appelait Charlie Hebdo. Et donc ça vous le connaissez un peu plus, mais voilà, il faut savoir que Charlie Hebdo, c'est finalement le dernier avatar d'Harakiri des années 70. L'autre drame dont je voulais parler, c'était en 73, en octobre 73, l'incendie du collège Pailleron à Paris. C'est un collège qui a été créé à la va-vite. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a eu une massification de l'enseignement scolaire. Georges Pompidou a fait passer l'âge obligatoire de l'école de 14 à 16 ans. Il faut construire vite, à moindre frais. Et donc en quelques années, il y a des centaines de collèges qui sont créés, mais en étant extrêmement souple sur les normes de sécurité. Ce jour-là, ce collège, donc il est 19h30 à peu près, il y a encore 52 élèves du conservatoire qui sont au dernier étage, conservatoire de musique. Le feu prend au premier étage. En moins de 30 minutes, le bâtiment s'effondre. 20 morts, 16 enfants. Pareil, un drame absolu. Alors, pour petite histoire, on apprendra quelques jours après que c'est un élève du collège qui a mis le feu avec du white spirit pour se venger de ses professeurs qui se moquaient de lui ou il avait des mauvaises notes. Naturellement, c'était involontaire, il ne savait pas qu'il y avait des enfants à l'intérieur, mais bon, voilà. Et donc ces deux drames ont abouti au règlement de sécurité ERP de version 80, qui depuis a aussi fait l'objet de nombreuses modifications. Et finalement, ce dont on peut se rendre compte, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des drames, le règlement de sécurité évolue. C'était le cas récemment avec Notre-Dame de Paris et Lubrizol en 2019. Alors c'est deux cas complètement différents, mais à chaque fois, les pouvoirs publics essayent de combler les failles, de combler les trous dans la raquette pour avoir une réglementation qui évite autant que possible le déclenchement de ce type d'incendie. Voilà. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la réglementation incendie française fait partie des réglementations dans le monde les plus élaborées et les plus fiables qui existent. Voilà. Merci Jérôme. Bon, on va sortir un peu de la France pour internationaliser la réflexion sur un nouveau process. Quand les ASRS, donc les stockages automatisés compacts, sont apparus, Pascal, est-ce que tu as eu une perception particulière ? Oui, alors, et pas que moi. Alors, je crois que pour bien qu'on se mette d'accord sur ce dont on parle, je crois qu'il y a deux photos qui suivent. Il y a deux types d'ASRS. Alors, ça, c'est l'ASRS dit mini-load. ASRS, pardon, c'est Automatic Storage and Retrieval Systems, en anglais. Et donc, je trouve que oui, stockage compact, automatisé, c'est pas mal en français. Donc, ça, c'est l'ASRS type mini-load, c'est-à-dire celui qu'on charge de manière horizontale, d'accord, par des allées qui sont donc aménagées dans la matrice. Il y a plein de constructeurs qui se sont mis là-dessus, mais alors plein, hein, il y en a plus d'une dizaine. Et ce sont des ASRS assez populaires. Alors l'histoire des ASRS, ça a démarré il y a une quinzaine d'années à peu près, hein, et je vais vous dire pourquoi. Mais il y a un deuxième type d'ASRS qui s'appelle les top load, et alors là il n'y a plus que deux constructeurs, donc derrière, voilà. Donc les deux constructeurs, je vais les citer, c'est Ocado pour celui qui est en haut à gauche et AutoStore pour celui qui est en bas à droite, d'accord, chacun avec ses spécificités. Et là, les robots, au lieu de circuler dans une allée et puis de monter descendre, ils circulent sur le sommet de la matrice et ils vont aller chercher des bacs. Ils vont aller chercher les bacs dans la matrice pour ramener les pièces à l'endroit du picking ou pour recharger les pièces dans la matrice. Donc, deux technologies très différentes
avec des comportements au feu très différents, puis des challenges pour vous extrêmement différents aussi. Alors, les ASRS participent, et j'espère que vous en êtes rendu compte, à la massification des stockages. C'est-à-dire que dans le même volume, il faut, et c'est une tendance mondiale, hein, c'est pas qu'une tendance en Europe, hein, dans le même volume, il faut arriver à stocker beaucoup plus de produits, beaucoup plus de références. Et ça, c'est dû à une tendance qui jusqu'à présent était lourde, on va voir si ça continue, qui est le développement de tout ce que tout le monde fait ici, c'est-à-dire d'aller sur Internet, de commander un produit. Ce produit, il existe dans 15 références, et il faut vous l'amener dans le temps le plus court possible, au prix le plus faible possible. Voilà. Donc les ASRS, le challenge principal pour n'importe quel préventeur, c'est de savoir comment on fait pour se débarrasser du feu quand il est survenu dans la matrice. Est-ce que les dispositifs type AGV, ce que développe par exemple Exotech, qui est la première version, hein. Où là finalement c'est le robot qui va grimper. Oui, c'est la première version, ça. Donc si tu veux revenir sur la première image, hein, donc sur la première image, vous voyez, c'est un espèce de rack compact, dense, avec des robots qui se baladent dans l'allée, qui montent et qui descendent, et qui vont chercher des bacs qui se trouvent donc de part et d'autre. D'accord ? Alors, cet ASRS-là pose un peu moins de problèmes que l'autre, parce qu'on a quand même quelques espaces entre charges. Alors, même si ça pose d'autres sujets, parce que pour protéger correctement ça, vous finissez avec une forêt de champignons, il faut en passer de partout, les quantités d'eau sont monstrueuses, etc. À la limite, pour vous, en termes de facturation, c'est pas mal. Pour le constructeur de ce système-là, que ce soit Exotech ou un autre, ou Knaps aussi, on voit beaucoup de Knaps en Europe, hein, ou pour l'exploitant, c'est assez sévère. La deuxième image, les autostores et les... Alors, autostore, petite particularité, vous voyez, j'ai mis 2 chariots là, d'autostore, 2 robots. Alors, le robot rouge, c'est celui qu'on a toujours connu. Là, ce sont des batteries plomb-acide. Le robot noir, ce sont des batteries lithium-ion. D'accord ? Donc, on a en plus un autre sujet sur ces matrices-là, c'est qu'est-ce qu'on fait des robots, où on les gare, comment on les protège, comment on protège les batteries, etc. Ces systèmes-là sont tellement populaires qu'aujourd'hui, on a même, moi j'ai des clients qui vont stocker des parfums là-dedans. Alors déjà qu'on a du mal à les protéger avec des marchandises, on va dire, de base, protéger des parfums, au cadeau, il a perdu... au cadeau, un client, au cadeau, oui. Alors au cadeau, il y a deux parties dans au cadeau. Il y a une partie épicerie à distance, d'accord, donc le Uber Eats de l'épicerie, voilà. Et puis une partie, je conçois mes stockages et mes robots, d'accord. Et au cadeau a perdu, il y a une dizaine d'années, en Angleterre, un site d'épicerie sèche. Mais il y en a quand même eu pour 200 millions de sinistres, d'accord. Donc, ce sont des systèmes de stockage extrêmement coûteux, non pas par le prix du système de stockage, mais par la quantité de marchandises que vous avez dedans, que l'on a énormément de mal à protéger, quel que soit le système de protection, hein, que ce soit du brouillard, du gaz, du sprinkler, etc. Le sujet, c'est, dans ce système-là, comment vous faites pour atteindre le foyer de l'incendie. AutoStore est le seul qui, depuis l'origine, fait des tests sur ces machines. D'accord ? Aujourd'hui, tous les tests qui sont faits par AutoStore, donc plusieurs configurations, hein, surface au sol, hauteur, etc., de matrice, ils sont faits avec du CUP, c'est-à-dire Carton Unexpanded Plastic, d'accord, c'est-à-dire le fameux classe A dans NFPA ou dans FM, c'est-à-dire la marchandise normalisée. D'accord ? Donc aujourd'hui, tous les résultats d'essais qu'on a, c'est là-dessus. Donc, si vous me parlez de batterie lithium, je n'en sais rien. De parfum, je n'en sais rien. De plastique expansé, exposé, je n'en sais rien non plus. Je ne sais pas comment traiter la chose. Même dans la 834 ? Même dans la 834. Alors, vous faites bien de parler de la 834, puisque le seul document disponible aujourd'hui
qui parle de ces ASRS, c'est un document donc privé, FM, d'origine FM, qui est la 834, qui est un document qui est en perpétuelle évolution. Je vous annonce qu'il va y avoir... voilà, et puis il va encore y avoir une mise à jour là en mars. Je l'ai regardé hier soir, pour tout vous dire. Il va y avoir une mise à jour encore là en mars. Parce qu'en fait, FM avance en marchant, comme tout le monde, sur ces systèmes-là. Donc oui, il y a une densification importante des stockages, quel que soit le stockage, avec aujourd'hui des solutions qu'on n'a pas. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Donc du coup, je vous propose de rester sur le sujet batterie. Et sur le sujet batterie, on a la chance d'avoir Tony avec nous sur la partie production, stockage, usage automobile ou parking. Pour les batteries, on pense lithium surtout, mais pourquoi pas d'autres. Est-ce que VID a des essais en cours? Est-ce que tu peux nous parler du contexte et des résultats pour ce sujet de batterie? Oui, bien sûr. Donc pour nous, aujourd'hui, en fait, il y a un double sujet, double essai qui sont menés. On va dire qu'il y a la partie véhicule électrique et il y a la partie les conteneurs avec des racks chargés de batteries. Donc dans un premier temps, je vais parler des véhicules électriques. Si le sujet des véhicules électriques inquiète en France et en Europe, notamment pour les parkings, il terrifie complètement l'industrie maritime. Et donc du coup, étant donné que c'est une industrie qui est terrifiée, c'est une industrie qui est prête à mettre beaucoup d'argent pour trouver une solution à ce problème. Donc en fait, nous chez VID, étant donné qu'on a une double gamme, comme j'expliquais tout à l'heure, la gamme terrestre et la gamme maritime, on a bénéficié justement de ces investissements et tous ces fonds européens pour justement effectuer des essais à échelle réelle. Donc les essais qu'on a réalisés, c'est pour la protection justement de ce qu'on appelle les car carriers. Donc ce sont des bateaux, donc là on va avoir de plus en plus, notamment avec Tesla qui fabrique les véhicules en Chine, mais il n'y a pas que eux, de plus en plus de bateaux comme ça qui vont arriver chargés de voitures électriques. Et donc du coup, les essais qu'on a réalisés, c'est qu'on a mis une Tesla, pour le coup c'était vraiment une Tesla, entourée d'autres véhicules à côté. Donc au total, il y avait 9 voitures, dont une Tesla au centre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé justement un emballement thermique sur la voiture, enfin sur la Tesla. Il y a des capteurs un petit peu partout. Il y a des capteurs juste à côté de la batterie, il y a des capteurs dans l'habitacle, il y a des capteurs au plafond et sur toutes les voitures à côté. On a attendu que la voiture prenne feu, on a attendu encore un petit peu, on a attendu qu'entre 5 et 7 minutes, j'ai plus le résultat exact, mais c'est à peu près par là. Être sûr qu'en fait, cette voiture-là était réellement en feu, donc en fait c'est assez impressionnant, un emballement thermique quand on regarde la courbe, et d'ailleurs les études sont disponibles sur internet, c'est le projet LBAS qui a été mené par les Danois, et donc par le ministère danois, et en fait la courbe est impressionnante parce qu'on se rend compte qu'en à peine quelques secondes, on passe de 20 degrés à 900 degrés, en à peine quelques secondes. Après ça, du coup, la voiture forcément a pris feu, et on a attendu que toutes les voitures qui soient autour aient également, on va dire, très chaud, c'est-à-dire que les pneus commençaient un peu à fondre, enfin, on sentait que l'incendie allait prendre sur les voitures à côté. Et c'est là, au bout de 5-7 minutes, qu'on a déclenché le système de brouillard d'eau, la buse, nous, qu'on a dans le maritime, qui est l'OPX1, que vous allez retrouver dans le terrestre, l'équivalent, c'est la PX2 sur la protection des parkings. Et on s'est rendu compte qu'en fait, cette buse avait permis, non pas d'éteindre l'incendie, ça on n'y arrive pas, mais au moins de le contenir. Et on est redescendu en l'espace de quelques minutes de 900 degrés à 70 degrés au niveau de l'habitacle et de la batterie, et que toutes les voitures du coup à côté étaient sécurisées. Donc l'idée aujourd'hui pour nous n'est pas de dire que oui, on va réussir à éteindre un feu de batterie, ça c'est pas le cas, mais au moins réussir à le contenir. Sur un bateau, c'est extrêmement problématique, puisque c'est-à-dire que si la voiture, s'il n'y a pas ce type d'application, la voiture du coup va créer de l'emballement thermique sur les autres voitures, au bout d'un moment ça va devenir incontrôlable, et puis le bateau va sombrer tout simplement. Dans le terrestre, c'est également problématique, c'est-à-dire qu'une voiture qu'on n'arrive pas à éteindre rapidement, ou au moins contenir l'incendie, si on n'arrive pas à contenir l'incendie sur une voiture, pareil, elle va alimenter les autres voitures autour, qu'elles soient électriques ou qu'elles ne soient pas électriques, ce qui va rendre très rapidement l'intervention des pompiers difficile, voire impossible, et potentiellement provoquer également la destruction du bâtiment. Donc ça, c'est les études qu'on a menées aujourd'hui au sein de VID, donc qui n'ont pas été financées directement par VID, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a été vraiment financé par la Commission européenne avec des études qui sont publiques. Donc c'était un peu à double tranchant pour nous, quoi. Étant donné qu'on a dit oui d'accord, on prête les buses, et oui d'accord, on fait les essais. Ça a fonctionné, c'est bien, ça nous fait une super publicité. Si ça n'avait pas fonctionné, les résultats seraient diffusés quand même. Vous, ce que vous avez retrouvé dans le terrestre, de plus en plus, ça va être de la protection de parking qu'on va vous demander. Soit avec un système classique dit de pompe, un réservoir d'eau. La problématique, c'est qu'en fait, une véhicule électrique, on ne sait pas si ça va s'éteindre au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, 7 heures. Parfois, il y a des véhicules qui s'éteignent et qui repartent en flammes juste derrière. Ou alors, ça crée un emballement thermique sur une autre voiture qui était plus loin et qui a mis des heures à s'activer. Donc, en fait, avoir une autonomie d'eau de 60 minutes,
pour ce type de risque, c'est peut-être pas suffisant, quoi. Donc l'idée, justement, l'avantage du brouillard d'eau basse pression, c'est que on consomme de l'eau, forcément, de toute façon, pour faire du refroidissement, il faut de l'eau. Je crois qu'une PX2, on doit être à 45 litres par minute, donc c'est quand même important. Mais on n'a pas besoin de beaucoup de pression, ce qui veut dire qu'en fait, un pompier qui arrive avec son camion pompier, il peut se mettre directement sur une colonne sèche, un raccord pompier, et les camions peuvent venir les uns après les autres alimenter comme ça pendant des heures et des heures. Et c'est l'avantage quand même principal du brouillard de basse pression, c'est qu'on va utiliser peu d'eau, parce que ça reste quand même du brouillard d'eau, même si on utilise beaucoup, et peu de pression, ce qui permet justement aux pompiers de venir alimenter directement avec leur camion. Alors justement, quand on parle de personnes, de protection de personnes, je vais vous emmener sur un autre domaine. Dans les EHPAD, on a une belle sinistralité qui implique des victimes, et pourtant la réglementation n'a pas d'évolution envisagée à notre connaissance. Est-ce que François, en prévention et protection, tu as un point de vue particulier sur ce domaine? Alors le sujet des EHPAD, c'est vraiment un sujet très très sensible, de par le public qui est accueilli tout simplement. La sinistralité, elle est très élevée. Toutes les semaines, il y a un incendie dans un EHPAD. Hier encore, dans le 44, pas très loin d'ici, il y a eu un feu dans un EHPAD, sans victime heureusement. Mais n'empêche que c'est quelque chose qui est très récurrent. Au niveau de la réglementation, il y a, à mon sens, rien de prévu en termes d'évolution. Il y aura inévitablement une évolution liée à la nouvelle réglementation liée aux matériaux biosourcés qui devrait arriver normalement sur le règlement du 25 juin 80 qui devrait arriver logiquement dans le premier semestre, normalement. Donc ça, forcément, ça va avoir un impact sur tous les types d'établissements recevant du public et les types J, les EHPAD, voilà, ils seront concernés tout simplement. Donc pas de réglementation spécifique. Là où ça pose vraiment souci, c'est pas tant les EHPAD, ce sont ce qu'on appelle les HAPI, Habitat Accompagné, Partagé, Inclusif. Ce sont en gros tous les nouveaux modes de logement pour les personnes âgées. On a une population qui est extrêmement vieillissante et tout le monde n'a pas envie de finir dans un EHPAD, ce que je peux concevoir. Donc il y a plein de nouveaux types de logements et il y en a qui ne sont absolument pas référencés dans la réglementation du 25 juin 80. Il y a une dizaine de logements type des résidences autonomie, des résidences services, des EHPAD, des unités. Il y a une multitude de possibilités. Et ça provoque premièrement des grosses difficultés pour les services de prévention des SDIS, pour les classer tout simplement. On a des difficultés, ils rentrent dans aucune case. Et on ne sait pas si on est sur de la réglementation habitation ou de la réglementation ERP. Donc ça, c'est la première des difficultés. Qui n'est pas anodine. Et la deuxième difficulté dans ce qu'on appelle l'habitat inclusif, c'est que maintenant on retrouve alors, à mon sens, c'est très bien en termes de mixité sociale, voilà, de vie d'un établissement, c'est très bien, mais on arrive à retrouver des crèches dans un EHPAD. Donc les personnes âgées sont confrontées, sont accompagnées avec des jeunes enfants, donc ça, à mon sens, c'est très très bien. Sauf que sur les principes généraux de sécurité et de prévention, on est complètement diamétralement opposés. On n'évacue pas un EHPAD avec des personnes âgées, alitées, avec une mobilité réduite, comme on évacue des jeunes enfants. Sauf que là, ils sont dans le même établissement. Donc là, ça provoque de grandes difficultés. Et en termes de classement, c'est très complexe. Ça, c'est sur l'aspect prévention et sur l'aspect protection. Alors, pas d'évolution envisagée non plus. Néanmoins, on voit quand même une évolution dans l'analyse de risque des pompiers, des services de prévention, c'est-à-dire qu'en EHPAD, en établissement sur le public de type J, donc les EHPAD, il n'y a pas d'obligation de mettre en place des fermes-portes sur les chambres. Donc ça, voilà, c'est statué, c'est réglementaire. En revanche, maintenant, on commence à voir, avec l'évolution des techniques, la mise en place de fermes-portes intelligentes qui, eux, sont asservis au système de détection incendie. Et ça a quand même une évolution positive. Les personnes qui sont, pour certaines, assez cloisonnées dans leur chambre, ont l'habitude d'avoir la porte ouverte parce qu'il y a de la vie dans le couloir, il y a les aides-soignantes, il y a les autres personnes qui passent. Ça fait un peu de vie et donc ils souhaitent laisser leur porte ouverte. Donc ils la laissent ouverte, ils la bloquent et donc il y a du passage. Sauf que quand il y a un sinistre, la porte elle est toujours bloquée et ça fait des situations dramatiques avec l'envahissement par les fumées. Et donc ces ferme-portes intelligents, ils viennent un petit peu contrer cet aspect-là, c'est-à-dire que la porte peut rester ouverte, mais s'il y a un sinistre, elle va se fermer et au moins la personne sera notamment en sécurité dans son espace de vie. Donc ça, on le voit arriver de plus en plus, même si c'est pas réglementaire. Il y a une analyse un petit peu plus fine en termes d'analyse de risque qui est réalisée. Et puis on voit apparaître, alors là c'est pareil, on a un petit peu de retard, mais j'espère que ça va
ça va se développer. La mise en place du sprinkler résidentiel. Je sais qu'il y a une maison de retraite en Charente, il me semble, qui est équipée. Donc c'est un peu la maison de retraite, l'EHPAD prototype, on va dire. Mais les tests qui ont été réalisés sont extrêmement efficaces, puisque en type J, la réglementation n'impose pas de limitation de potentiel calorifique. C'est-à-dire que, là, je vais dire votre chambre, pas encore, la chambre du résident. La chambre du résident, en même temps, il peut avoir son mobilier, voilà, donc il peut avoir son armoire normande, il peut avoir son matelas, là on n'est pas limité. Donc si on n'est pas limité, on peut avoir un potentiel calorifique qui est extrêmement important. Si ça prend dedans, ça peut devenir catastrophique. Et pour l'instant, à mon sens, la seule possibilité technique qu'on a, c'est ce brouillard, ce sprinklage résidentiel qui permet de au moins limiter et confiner le feu à son volume initial. Donc celui-ci couplé à un ferme-porte, on commence à avoir une solution qui commence à être efficace. Okay. On pourrait imaginer mettre du brouillard aussi. Oui, on pourrait imaginer mettre du brouillard. Mais pour l'instant, c'est vraiment en réflexion, quoi. Tous les services de prévention sont pas encore sensibilisés. Donc là, on a une maison de retraite qui est c'est Blagnac, non, je sais plus, c'est en Charente. J'ai perdu le nom. Et c'est efficace. C'est efficace. Les origines dans les départs de feu dans les EHPAD, je serais tenté de dire, elles sont comme n'importe où. Hein. Ça reste un lieu de vie, donc. L'accident de fumeur, c'est interdit de fumer, mais on y est aussi confronté, entre autres. Après, les accidents d'origine électrique, les locaux, je parlais des ferme-portes, on n'a pas l'obligation de mettre des ferme-portes. Un local lingerie où on stocke du linge, on stocke des langes, on stocke des quantités, des couches, c'est un potentiel calorifique extrêmement important. On sait très bien que pour l'utilisation, pour l'exploitation, c'est-à-dire les personnels soignants, on sait très bien ce qu'ils font. Hein. Ils ont besoin d'y aller 20 fois par jour dans le local. Ils la bloquent la porte. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Des cales, on en retrouve partout. Donc, ces origines dans ces locaux-là, si la porte est restée ouverte, ça dégénère, et ça nous fait des sinistres qui prennent tout de suite de l'ampleur. Mais je serais tenté de dire que les origines en elles-mêmes, elles sont communes à tout type d'établissement. Un grand merci à nos intervenants pour avoir accepté de partager leurs expertises respectives dans le cadre de notre table ronde. On vous retrouve prochainement pour la deuxième partie de cette table ronde qui sera consacrée à la construction bois, à la restriction prochaine des émulseurs fluorés et au data center. Pré-feu party est désormais terminé. Si vous avez aimé cette intervention, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Si vous souhaitez intervenir sur une thématique en particulier ou si vous souhaitez que nous abordions un sujet spécifique, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode avec de nouvelles questions et de nouveaux experts.